Heureuse de vous retrouver ce dimanche, une fois de plus pour votre programme Grand Débat, un rendez-vous dominical auquel on s'habitue au fur et à mesure. Débat des questions essentielles pour les Camerounais que vous êtes, que nous sommes, partager les divers points d'opinion, mais un seul vœu, un Cameroun prospère. Un menu assez intéressant ce dimanche 25 mai 2025. Bonjour et bienvenue à tous. On parlera en guise de mise en bouche de la délivrance de la carte de presse au Cameroun, la croix et la bannière. L'interrogation est posée. On aura des éléments de réponse avec ces invités qui nous ont fait confiance ce dimanche. On parlera également de cette célébration. On en sort le 20 mai dernier, la 53e édition de la fête de l'unité nationale à travers les différentes parades dans les différentes régions du triangle national, symbole ou signe d'un Cameroun debout, uni et en paix. Ils toucheront également quelques mots à propos. Et pourquoi ne pas poursuivre également ce débat qui est sur la scène politique? Mandat représentatif, mandat impératif des élus de la nation. On en parlera également dans le cadre de votre programme Grand Débat, sorti de ce 25 mai. Alors que vous vous installez à votre aise, recevez ce qui est de coutume dans ce programme, le condensé des actualités de la semaine écoulée, en condensé à travers cette revue de presse. Revue de presse qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps. Merci de rester fidèle au grand débat sur Camdis Télévision, la républicaine. Cette semaine, l'actualité a été marquée par la célébration de la fête nationale de l'unité. Le journal Au Drapeau, lui, à sa grande une, a titré cette semaine 20 mai 2025 à Yaoundé, un défilé grandiose. Accueilli au boulevard du 20 mai par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon, le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef suprême des armées, a présidé avec solennité le grand défilé militaire et civil marquant la 53e édition de la fête nationale de l'unité. Le drapeau précise également dans ses colonnes qu'orchestrée avec rigueur, la parade militaire a été placée sous le commandement du général de brigade aérienne Eba Benoît, commandant de la région militaire interarmée numéro 2. 20 mai 2025, magistral, à mot de paix et cohésion sociale dans la région du sud-ouest en général et dans la ville de Buea en particulier. C'est le titre choisi par le journal La Rédaction cette semaine pour nous faire savoir que la 53e fête nationale du Cameroun a été célébrée avec faste et solennité dans la région du sud-ouest, marquant un véritable tournant vers le retour à la paix. À Buea, chef-lieu régional, l'ambiance était à la ferveur patriotique et à la cohésion. Le défilé militaire et civil, hautement symbolique, a mis en lumière l'excellente symbiose entre les forces de défense et les populations. Un moment fort, reflet vivant de l'unité retrouvée qui témoigne de l'ancrage progressif de la stabilité dans cette zone, autrefois en crise. Poursuivons la revue de presse avec le journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est également revenu sur la célébration des 40 ans de la garde présidentielle cette semaine. Créée le 21 mars 1985, cette unité d'élite a célébré ses noces d'émeraude, occasion de réaffirmer ses liens forts avec les populations civiles et renforcer la cohésion avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Poursuivons avec le quotidien Cameroun Tribune. Dans son numéro de ce vendredi, Cameroun Tribune a titré à sa grande une « Meurtre du petit Matisse, le chef de l'État attentif ». Un message de condoléances et de compassion du président de la République a été remis cette semaine par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille aux parents du garçon assassiné à Yaoundé le 10 mai dernier. Cameroun Tribune a précisé sur cette actualité que Marie-Thérèse Abena-Oundoa était accompagnée du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation Madeleine Tiente et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base Viviane Achiri Kilo. Au cours de la rencontre, l'avocat de la famille a fait savoir que la justice avait déjà pris l'affaire en main. Toujours au sujet de l'assassinat du petit Matisse, le journal Le Jour précise que Dagobert Noafo est toujours détenu
au commissariat du 5e arrondissement où l'enquête est en cours depuis le 10 mai dernier. Poursuivons en religion avec le journal Réalité Plus qui, lui, cette semaine, s'est intéressé au Hajj 2025 et nous a annoncé que le premier vol de 342 pèlerins a quitté Garoua sous le regard du ministre Paul Atangandi. Le président de la Commission nationale du Hajj, Paul Atangandi, était à Garoua ce 22 mai pour superviser le premier voyage vers la Mecque. Le journal précise par ailleurs que le ministre de l'administration territoriale était fier de voir l'avion Ethiopian Airlines s'envoler avec à son bord 342 pèlerins dopés par le soutien du président de la République qui offre aux 4000 pèlerins de cette année 350 000 francs chacun. Parlons à présent de la présidentielle 2025, plus précisément du débat impératif qui a fait la une du journal Mutation ce mercredi. Dans ses colonnes, Mutation nous fait savoir que depuis la migration des conseillers municipaux SDF vers le MRC, arguments et contre-arguments s'affrontent sur le mandat impératif. Mutation précise qu'en toile de fond du chassé-croisé, la recevabilité de la candidature de Maurice Kamto sous la bannière de son parti à cette élection présidentielle. En économie, dans cette revue de presse, parlons de la qualité de service. Le journal L'économie quotidien, dans son numéro du jeudi 22 mai 2025, annonce que les opérateurs de téléphonie sont sous pression. Les plaintes des utilisateurs continuent et l'Agence de régulation des télécommunications annonce un audit de la fibre optique. Transformation des déchets, bientôt une usine à Bikok d'après le journal Leader Presse. L'entreprise de pré-collecte, tri et valorisation des déchets du Cameroun et la commune de Bikok sont allés à la rencontre des populations du village Nkol Kok 2 le 15 mai dernier à l'effet de s'accorder sur le site devant abriter la grosse infrastructure. Terminons en santé avec le quotidien Info Plus Santé. Fonds mondial Manaouda Malachi en quête de financement. Face à la rareté des financements et de la suspension de l'aide américaine, le ministre de la Santé publique s'est entretenu avec les hauts responsables du Fonds mondial le 22 mai 2025 pour les convaincre de continuer à appuyer financièrement le Cameroun pour sauver des vies contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. En pied de une, dans ce même numéro, le quotidien Info Plus Santé parle de la santé infantile et maternelle et fait savoir qu'une distribution gratuite des vitamines A et des TPI est annoncée. Ce sera dans le cadre de la première semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle couplée aux deuxième journée nationale de vaccination contre la poliomyélite qui va se tenir du 29 mai au 1er juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain. Merci Clara de Maraps, merci Madoché Kuaté pour la contribution technique. Voilà le condensé des actualités. Présentons à présent ces visages-là avec lesquels nous allons échanger ce dimanche sur ce plateau. Roger Kiek, journaliste politique, bonjour et bienvenue au Grand Débat. Bonjour et merci pour l'invitation. Je me sens très honoré d'être ici. Et je vais saluer un aîné que j'ai rencontré en venant ici. Il m'a dit, je m'en vais vous suivre. Il s'appelle Nyassa Soleil. Le grand Nyassa Soleil, je te dis bonjour. D'accord, merci à vous d'être présent sur ce plateau. On va dire bonjour et bienvenue également au grand débat à Timothée Essomba, directeur de la publication La République Presse. Merci Muriel, merci pour l'invitation. Un bonjour particulier au top management de Cam10 Télévision. Mon bonheur est heureux d'avoir été convié à cette agape dominicale, bien que je sois encore endolori par la perte de ma belle maman que j'ai inhumée hier. Nos condoléances les plus attristées. Merci à vous d'avoir répondu présent néanmoins à cette invitation sur ce plateau pour grand débat sur Cam10 Télévision. Des formations politiques également représentées ce matin. L'UNDP avec vous, Léonide Mfoum. Bonjour et bienvenue. Merci Muriel. Merci aussi de l'amitié que tu m'as fait de m'inviter autour de ce panel ô combien prestigieux.
puisque on vient tous de quelque part, alors je salue les valeureuses et laborieuses populations de la région du Sud, ma région d'origine. Je n'oublie pas particulièrement ceux de mon village, Ngong et Misem. C'est sur la route Ebolo-Vakribi, vous comprenez l'allusion. Il nous a été fait promesse de nous goudronner cette route-là depuis pratiquement 20 à 25 ans. Nous attendons toujours, nous attendons. D'accord, merci à vous d'être sur ce plateau. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présent également pour cette sortie du grand débat. Émile Messi, bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir, Muriel. Bonjour. Je dis bonjour aux panélistes, je dis bonjour à tous qui nous regardent. Mais permettez-moi de dire avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté de retrouver ce vieux frère, Kek de Kiki, qu'il faut le dire comme ça. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est une satisfaction, c'est une reconnaissance comme ça, gratuite. Merci. Qui est quand même une icône des médias. On va parler de la carte tout à l'heure. Ce parangon de la scène médiatique, il faut le dire ainsi, fut celui-là même qui le premier m'introduisait sur des plateaux de radio. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Il saluait d'ailleurs. Des souvenirs qui fusent, hein? Bien sûr. Parfois, il faut toujours le dire, les gens ne savent pas. Très important. Si je communique même pour le parti aujourd'hui, c'est des gens comme ça qui m'introduisent. Alors que j'étais conseiller municipal du côté de Ndrendela, et ils m'invitaient de temps en temps. C'est là où la haute hiérarchie vient de me piquer sur un plateau pour dire que viens communiquer officiellement pour le parti. Je crois que c'est une fierté. Je me sens très très honoré et j'ai failli commettre un crime de lèse-majesté tout à l'heure. Je te souhaite une bonne fête des mères. Ah, merci. Et je souhaite une bonne fête de mère à ma mère, Madame Veuve, si elle me suit quelque part. Oui. Et puis à mon épouse. Hein, et à toutes les mères du Cameroun qui regardent cette émission. D'accord, merci déjà pour la bonne humeur sur ce plateau. Ça annonce un débat assez constructif, un débat qu'on vous invite également à poursuivre d'où vous nous regardez. Alors, puisque les visages sont dévoilés, lançons les hostilités. Nous parlons en guise de mise en bouche de la délivrance de la carte de presse au Cameroun, la croix et la bannière. Timothée et Somba, pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous regardent et même de nous ici sur ce plateau, rappelez-nous un peu le process pour l'obtention de ce sésame pour les journalistes. Bon, le procès est assez clair puisqu'il a été rendu public par l'institution qui est en charge de la délivrance de ce sésame. Il faut déposer un dossier constitué de pièces telles que le diplôme qui nous permet d'exercer la profession. Il faut bénéficier d'une affiliation à la CNPS qui justifie de votre sécurité sociale. Il faut être accrédité par un média, mais il y a aussi la possibilité d'obtenir la carte de presse en tant que journaliste indépendant en produisant autant pour moi des travaux de journalisme que vous avez eu à exercer dans la profession. Vous pouvez apporter pour cela des exemplaires de journaux, si vous êtes dans la presse écrite, des exemplaires de documentaires ou de grands reportages ou même de reportages dans le cadre de l'audiovisuel. Et en fait, après, il faut déposer une somme de 10 000 francs auprès de la commission de délivrance de la carte de presse qui va donc statuer et on va vous remettre un document qui a une validité de 2 ans. Depuis cette nouvelle formule, je dois être heureux de dire que je fais partie de ceux qui ont toujours été retenus pour bénéficier de la dite carte, parce que je fais l'effort en tant que républicain de toujours satisfaire aux exigences des institutions publiques, quoique ayant des récriminations ou des propositions à faire pour améliorer le process. D'accord. Alors, une pièce importante pour les journalistes. Roger Kiek, procédure assez claire, assez simple, mais sur le terrain, beaucoup de plaintes. Quel est le nœud du problème? Alors, procédure pas assez simple, parce que là, je vais rompre l'enthousiasme de mon frère qui parlait tout à l'heure. Alors, la carte de presse, c'est un document qui est censé certifier que le journaliste pratique le métier. D'ailleurs, en France, c'est un document qui a un caractère officiel. Et en France, pour vous le délivrer, il faut simplement, en France, que vous prouvez que vous pratiquez le métier depuis au moins 3 mois.
et que vous tirez votre salaire, c'est-à-dire que l'équivalent, que chaque mois vous avez reçu l'équivalent du salaire minimum garanti depuis 3 mois en France. Bon, ici, d'ailleurs, je vais ajouter des éléments, ils ont même dit pendant au moins 9 mois ou 1 an pour les freelances, parce que vous savez, dans les plus grandes écoles du monde, dans le journalisme et les plus grands pays, vous avez le journaliste didactique, vous avez le journaliste autodidactique. Parce que les plus grands, hein, moi je suis l'un des disciples de Jean-Pierre Elkabbach, les plus grands dans ce métier, même le professeur Iki Ambokolo que vous écoutiez à RFI, c'était pas un journaliste à la base, hein. C'était un professeur d'histoire, mais qui a pratiqué à Radio France Internationale pour le compte du Centre d'Afrique noire de Bordeaux à faire du journalisme historique ou d'histoire. Bon, alors, quand on a nommé dans ce pays un grand frère que nous appelons Sameko Kaiwande, patron de la carte de presse, il a fait des interviews pour dire « Je viens dératiser la profession ». Je lui avais dit « Grand frère, il ne s'agit pas de venir, ces gens-là ne sont pas des rats. Il s'agit de venir délivrer la carte de presse et par l'occasion d'essayer d'harmoniser, c'est-à-dire de former ceux qui ne sont pas formés, hein, d'amener ceux qui se trouvent dans ce métier-là à s'arrimer aux normes. Et plus tard, quand vous avez vu la commission de la carte de presse, même actuellement, mon grand frère Séverin Tunke, je crois que mon frère Syriac Ebolé Bola est toujours, vous avez vu. Parce que dans tous les pays du monde, les pays sérieux, ce sont les pères de la profession qui se retrouvent à la délivrance de la carte de presse. C'est-à-dire les journalistes chevronnés sont censés savoir qui est qui peut faire quoi, qui fait quoi. On ne nomme pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une institution bureaucratique où on nomme des fonctionnaires ou des gens. C'est les pères du métier qu'on responsabilise sur la base d'une sélection à travers les syndicats, les associations, les essais. On met donc des gens capables de trier et de reconnaître les leurs. Parce que ce métier, dans ce métier, les savoirs s'acquièrent au fur et à mesure. Hein. Il y a 20 ans, j'avais demandé une carte de presse. Mais je travaillais dans un média, malheureusement, qui n'affiliait pas ses personnels à la CNPS. Et j'avais tout produit. On ne m'avait pas donné. C'est une tare, une maladresse, oui, d'imputer la CNPS à un individu, à un professionnel. C'est les patrons de presse qui doivent payer la CNPS. Et d'ailleurs, dans tous ces médias, quelquefois, on n'en paye pas à tout le monde. Hein. On paye. La CNPS, comme critère de délivrance de la carte de presse, oui, non. Vous avez des freelances. Hein? Un freelance, vous avez des... Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, la carte de presse considère, tient aussi compte des auxiliaires de la profession, les porteurs de câbles qui vous accompagnent quand vous allez sur le terrain, les chauffeurs, c'est les auxiliaires de la profession. Même les vigiles qui travaillent ici ont parfois besoin de jouir de la carte de presse, mais on spécifie leur qualité d'auxiliaire, parce qu'une télévision, c'est beaucoup de personnel à la fois. Quand vous voulez aller couvrir un événement au palais présidentiel et que vous êtes parti avec des éclairagistes, des porteurs de câbles et tout, ils doivent entrer. Et ils doivent justifier de ça. J'ai l'impression que le processus a été tiré par les cheveux chez nous. Et maintenant, si vous faites le point, l'institution en charge de la délivrance de la carte de presse n'a pas fonctionné, ne s'est pas réunie depuis Mathusalem. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Ça a fonctionné ces dernières années. Elle fonctionne. Ah, on y reviendra. Maintenant, la dernière qui est remis quand même en question. Le 22 mai, précisément. Je vous dis que... Et si vous me permettez... Non, attendez, je n'ai pas terminé. Puisque je vous dis, hein, moi j'ai ma façon de parler. Le grand frère Séverin Tunke, il sait. Parce que à l'époque, vous aviez les Bosco Toubek, je n'ai pas envie de choquer ou de blesser. Vous aviez justement des gens qui étaient les responsables de la délivrance de la carte de presse, qui n'étaient pas même passés par une école de journalisme. Est-ce que vous le savez? Parce que dans ce métier, en dehors de l'école,
il y a des... J'ai dit, je vous dis, ce métier... Chuter, hein, alors, le processus était biaisé à l'époque, au début, hein, et vous aviez des gens... Je vous dis, la CNPS, même dans les organes que nous respectons, dans des chaînes de télévision que nous respectons, la CNPS est un serpent de mer. Je vous mets au défi de me prouver que ces patrons de presse-là ont inscrit tout leur personnel à la CNPS, ce qui n'est pas vrai. Et ça biaise tout de suite, ça empêche la possibilité de pratiquer, non, d'avoir le sésame. Parce que pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais plein de journalistes camerounais qui ont la carte de presse internationale, que ce soit par le SNJC ou alors l'Union internationale de la presse francophone ou d'autres institutions. On ne devrait... Il faut revoir un tout petit peu, il faut s'arrimer à ce qui se fait ailleurs, il faut revoir un tout petit peu les critères, notamment l'exigence de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour un type qui tire le diable par la queue, qui n'a même pas son salaire régulier tous les mois, est un goulot d'étranglement. D'accord, Roger Kiek. Oui, Timothée, oui. Vous voulez renchérir. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que vous allez nous permettre de mettre un peu de temps parce que nous sommes des professionnels. Qu'on donne l'impression que les conditions d'accès à ce document sont castratrices. Non, elles sont toutes très simples. Je l'ai dit d'antan, mais je le réitère. Le diplôme, ici, n'est pas le diplôme de journaliste dont les autodidactes sont admis. Le diplôme permet juste de prouver que vous avez un niveau d'instruction. Encore même, vous avez parfaitement raison parce que permettez, Roger, on est même au-delà du diplôme, les conditions du Cameroun permettent de prouver la pratique pendant un certain nombre de temps. Donc en réalité, le diplôme n'est pas une barrière. Je connais beaucoup de journalistes qui ont obtenu la carte de presse avec le niveau BEPC, qui a été retenu dans les états généraux de la communication du journalisme. J'y ai pris part. Parce qu'on avait estimé qu'avec le BEPC, vous pouvez déjà collecter les données, les traiter et rendre compte au niveau minimal. On parlait de journaliste assistant. Maintenant, la CNPS est dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que notre caisse de prévoyance sociale a institué l'assurance volontaire. Ça veut dire quoi? Le journaliste qui est désireux d'obtenir la carte de presse, s'il a la certitude qu'il n'est pas affilié dans son entreprise, peut s'affilier à la CNPS de façon volontaire. On le voit, le média dans lequel mon cher aîné officie a une structure qui permet de collecter une petite épargne pour chaque commerçant. L'assurance volontaire, comme on dit bien elle porte bien son nom, est volontaire. Ça veut dire quoi? Vous pouvez souscrire à l'assurance volontaire et vous entendre avec la CNPS que vous n'allez cotiser que 200 francs par mois. Qu'est-ce que la CNPS vient chercher dans des conditions on aura le temps de décrier certaines choses. Mais il faut savoir que au Cameroun, la commission de délivrance de la carte de presse n'est pas un tribunal des pairs. Il a bien dit à l'entame, ce n'est qu'une institution de délivrance d'un document. Elle n'est pas là pour former les journalistes ou autres. Elle est là pour vous donner la pièce qui vous permet de vous identifier comme journaliste. C'est comme la CNI. La CNI, on ne nous demande pas, on ne nous forme pas pour obtenir la CNI. Donc, au Cameroun, c'est une institution publique. Et les institutions publiques fonctionnent dans un logiciel synergiciel où elles se portent. Comment on doit inciter tous azimuts, tous les Camerounais à s'affilier à la CNPS. Et la commission de délivrance de la carte de presse est un organe qui peut contribuer à amener les Camerounais à s'affilier parce qu'il y va de leur propre sécurité. Est-ce la mission d'une commission de délivrance de la carte de presse? Je vais donc en disant, moi je connais des administrations publiques qui ne vous délivrent pas, qui ne vous donnent pas d'abonnement, qui ne vous donnent pas de contrat de publicité, si dans votre dossier, vous n'adjoignez pas la carte de presse. Et je pense que toutes les institutions publiques et certaines grandes institutions privées devraient copier le même exemple. Maintenant, le petit procès que je peux faire à la commission, quant aux procédures, c'est l'absence d'une réelle communication. Parce que tout ce que je sais sur cette carte n'est pas su par tous mes confrères. On va y revenir pour le besoin de solution. C'est important. Oui, on revient vers vous. C'est important. C'est important. En quelques secondes. En quelques secondes, je voudrais vous dire que, au-delà, je vous assure que je mets mon frère au défi là, tout de suite,
de me prouver que tous ces collaborateurs sont inscrits à la CNPS. Nous savons comment ça fonctionne. Tous. Non. Les miens sont... D'accord, pour avancer dans ce débat qui n'est pas... On va passer la parole. Non. Les secondes, vous commencez à les multiplier. On va avancer. La parole est passée à Émile Messi. Timothée et Somba. Sachant que je ne peux pas payer les cotisations. Timothée et Somba, permettez qu'on avance. Je les ai conviés à souscrire à l'assurance volontaire. Donc, les 10 collaborateurs avec lesquels... Pourquoi vous ne pouvez pas payer? Permettez qu'on avance. Timothée et Somba, parole donnée à Émile Messi, parce qu'il faut bien que chacun puisse poser un mot. C'est une occasion également de regarder cette fameuse presse camerounaise-là. Émile Messi, quel est votre regard par rapport à la presse camerounaise? J'ai l'habitude de dire que le Cameroun a la presse qu'il mérite. Voilà. Et en tant que politique, sur l'orientation que le politique ou alors la politique de la presse est définie par le politique. Contrairement à ce qu'il voulait dire ici, que c'est nous les professionnels de la presse, vraiment donnez-nous un peu de temps. Il a raison. Mais la vie du politique compte également. Pour dire qu'il faut d'abord comprendre dans quel contexte la carte de presse est instituée dans notre pays. Et qu'est-ce qui se faisait avant? Donc pour aller très rapidement, c'est pour dire que la carte de presse a été comme une réponse au mot qui minait un peu la presse. Un peu tout comme d'autres corps de métier. Je veux penser peut-être à l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des géomètres, qui sont des organisations, des professionnels, qui eux-mêmes s'organisent et essaient d'orienter, de mettre de l'ordre dans leur profession, dans leur métier. Et généralement, si vous n'êtes pas dans cet ordre-là, vous ne pouvez pas exercer. Vous comprenez un peu? Donc pour dire que la carte de presse vient un peu dans ce contexte-là, pour dire que les journalistes vous-même essaient de vous réunir et donner de l'ordre à votre profession, à votre métier. Bon, vous voyez, la première curiosité pour moi, c'est que elle a dévoilé le nom. Le patron de la carte de presse, c'est un journaliste qui exerce dans le privé. Vous comprenez un peu cette curiosité-là? Ça veut dire que pour moi, c'était un très grand message pour dire que l'État et la CRTV ne confisquent pas la communication, pour dire que aujourd'hui, ce que moi je sais, c'est que il faut exercer la profession au Cameroun. Adel Mbala, directeur de l'information à la CRTV, dont le dossier n'avait pas tous les éléments. Il faut donc dire que au Cameroun, ça obéissait à quoi? Au-delà de ce qu'on appelle les diplômes, oui, la communication, le journalisme, si vous voulez, est davantage un art avant d'être une science. Je crois que c'est la résilience que le Cameroun a obtenue. C'est-à-dire c'est la pratique réelle. C'est ça. Il faut être dans la profession. Il faut produire des œuvres journalistiques. Et puis tirer les revenus. Il faut. Tirer ces revenus de l'activité. En fait, qu'on devrait vous attribuer ce permis, en d'autres termes, qu'on appelle carte de presse, ce permis d'exercer, ou alors cette autorisation de rester dans ce cercle-là. Bon, maintenant les détails, la CNPS, bon, il a donné de voix, la voix de ceux qui sont dans des entreprises, et d'autres qui sont à titre privé et tout et tout. Je crois que si Tchunko nous suit un peu, vraiment, Gaël a aussi dit quelque chose là, la communication. Il travaille même comment, ça se passe comment. Et puis, je crois que c'est une affaire qui doit être réglée par des professionnels du métier. Ceux qui ont même fait leur preuve. Et bien évidemment, si les gens pensent qu'ils sont lésés, qu'on puisse leur donner la possibilité de s'expliquer devant cette commission-là. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. D'accord. Ils disent que moi, je travaille dans la presse, voilà ce que je produis, voilà ce que je fais. Mais pourquoi vous... Est-ce que vous pouvez vous lever demain matin et aller à la commission, vous dites, là voici ici, c'est responsable. C'est pour cela donc que je décris. Et la commission est dans le sac des gens qui se baladent avec là où ils sont. Je crois que l'État... Vous me au défi de me montrer là où... Allons-y demain matin. L'État... Nous allons là-bas pour la voir. Je pense que l'État accorde beaucoup de moyens à la commission de la carte de presse pour qu'il puisse avoir un local, pour qu'il puisse avoir des bâtiments où on peut les consulter. Ce n'est pas les moyens qui font défaut
à ce que la carte de presse non, les fonctionne bâtiments normalement. existent. Le problème, c'est que la carte de presse est boycottée par les journalistes. Boycottée carrément. Et je m'en voudrais. Timothée qu'on Somba, ne on dise pas un mot revient. Prenez votre mal en patience. On en revient. Donc, je crois que Léonide- c'est une affaire de journalistes. Et qui là, arrive à on s'organiser. Mais tout le monde par- va y participer. Léonide Foum, on peut parler Oui, également, pourquoi pas, de la relation entre le politique et les journalistes. Saine relation, selon vous? Moi, j'ai cru que vous m'aviez oublié Non. sur votre plateau. Fort heureusement, vous revenez. Donc, disons que le débat qui se tient là sur la définition par un organe de la qualité de journaliste et La le grand certification. Non, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Hein. et le Là-dessus, grand frère Kiek a dit que on acquiert aussi cette qualité-là sur le terrain à travers son intrépidité oui. et Coup sa d'expérience. capacité à exercer. Je suis d'autant plus sensible à cet argument que moi-même, je vous fais une confidence. Oui. En Mondovision, je suis nouvellement directeur de publication. Voilà. Donc, possesseur d'un organe, nous sommes en train de nous battre pour notre première parution, un organe de presse écrite. Et donc, ça rejoint ce que les enseignants disent quand ils définissent ce que c'est que l'éducation. L'éducation est là juste pour développer les qualités potentielles que vous avez déjà, vous portez en vous-même. Donc, il y a des gens qui ont des qualités en eux et qui n'ont nécessairement pas besoin, ou alors un tout petit peu besoin de science pour les exercer. C'est une puissance et un certain talent qu'ils ont en eux et ils sentent la profession. Et donc, ça m'amène à questionner un peu les voix du gouvernement. Vous disiez, c'est une relation entre le politique et le journaliste. C'est une ruse. Moi, je pense que le politique camerounais est dans l'optique de libéraliser la société, y compris de l'information au Cameroun, de la libéraliser. Parce que certains ne l'ont pas dit, mais disons les choses telles qu'elles sont. La nécessité de la carte de presse vient quand ceux qui estiment qu'ils sont plus professionnels que d'autres, parce qu'ils sont sortis de certaines écoles, lorsque l'État, avec les lois sur la communication sociale dans les années 90, décide de libéraliser ce secteur-là, ils estiment que des gens y sont entrés par effraction, simplement parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Alors, moi, je dis, l'État devrait clarifier un certain nombre de choses, mais moi, je ne suis pas contre la manière de procéder de l'État qui marginalise un peu ceux qui pensent à travers la carte de presse qu'ils ont le permis de donner à un tel ou à un tel autre la qualité de journaliste. Non pas que l'école ne serve à rien, un enseignant comme moi ne saurait le dire, mais l'autodidactisme existe aussi. On peut se former sur le tas et faire ses classes à travers l'exercice même. Je prends un exemple. Il y avait un journaliste qui signait à Radio France Internationale, je crois c'est Emmanuel Sadou. Il disait chaque jour est une vie. Mais lorsque lui on l'a interrogé, il n'avait que le probatoire. Henri Bandolo. Il n'avait que le probatoire. Mais l'un des plus illustres n'était pas sorti de... Oui. On lui avait donné l'édition d'actualité africaine du Midi. Il était le patron et il le faisait avec une telle maestria, une telle aisance. Mais bon, donc, j'ai envie de dire que je suis d'accord aussi avec le gouvernement de ne pas laisser caporaliser cet ordre, de permettre à ce qu'il y ait écrémage au niveau, n'est-ce pas, de la qualité de journaliste, parce que le micro nous juge tous, au quartier on nous regarde, on sait à peu près qui est capable de quoi. Oui. Donc la libéralisation doit nous permettre, et les patrons de médias le savent, hein, quand ils recrutent, ils vous essayent. Si vous leur donnez satisfaction, ils continuent avec vous, et si la satisfaction n'est pas au bout, ils changent. Donc la libéralisation effectivement devrait pouvoir amener à ce que le métier s'ouvre à toutes les intelligences et que ce métier-là se conjugue
avec tous ceux qui peuvent dire quelque chose pour que la communication soit bonne et meilleure dans notre société. D'accord. Roger Kriek, le besoin d'encadrer la profession, mais la procédure. Oui, le besoin. Vous savez, j'ai formé de générations de brillants journalistes. J'aurais aimé avoir la parole sur cet et chaque fois, d'ailleurs, moi je vais vous dire, beaucoup de... quand j'ai été faire un cours international chez les Français, ils m'ont dit, tu es un journaliste émérite. Je vous dis que le journalisme, radio, télévision, c'est de l'art, comme il a dit, c'est de l'art. Charles Ndongo vous le dira quand il dispense son cours. Il faut juste, parce que nous encadrons, nous avons vu des gens arriver. Si je vous dis, des grands journalistes que vous voyez aujourd'hui, parmi ceux que j'ai encadrés, vous voyez quelqu'un arriver avec des limites, mais on en fait un très brillant. On l'encadre, on le perfectionne, il devient très brillant. Conditions de délivrance de la carte de presse, l'exercice pratique du métier sur le terrain, dans un média. Vous êtes dans un média, vous travaillez depuis tel nombre de temps, et vous tirez l'essentiel de votre revenu, de votre travail, c'est-à-dire chaque mois, on vous rétribue. Dans ces conditions, vous avez droit à la carte de presse. Conditions de création d'entreprise, c'est là où on devrait exiger au patron. C'est-à-dire que pour avoir un organe de presse, il faut prouver que tu peux payer des gens, il faut que tu as des capacités financières. Là on va y revenir aussi. C'est là où la CNPS doit intervenir. C'est-à-dire que quand vous acceptez que quelqu'un soit directeur de publication, vous le soumettez donc à un cahier de charges. Vous refusez d'assumer vos responsabilités ici. Les patrons de presse ont les journaux dans le sac ou dans la malle arrière de la voiture. Vous les laissez faire et vous court-circuitez, vous venez vous acharner sur des jeunes gens qui veulent apprendre un métier de leur choix. Non. La CNPS doit retourner, c'est-à-dire la CNPS a les moyens d'aller vérifier dans les entreprises pour savoir si les personnels sont payés ou pas, ou alors de les mettre en débat. Vous savez qu'elle le fait souvent. Aller s'acharner sur un professionnel, c'est une lâcheté, c'est un critère inutile. Celui-là, il faut l'enlever. Encore. Et deuxième chose, il faut donner la chance aux gens qui ont... Vous savez, il a parlé du BPC tout à l'heure, oui, parce que vous avez la capacité, les capacités d'avoir une culture. Parce que pour être journaliste, il faut se cultiver, il faut maîtriser la langue. Et maintenant, il faut pouvoir comprendre intelligemment le fonctionnement de la vie. C'est pour ça qu'on demande, on demande un minimum. Ceux qui travaillent là depuis longtemps. Il a dit tout à l'heure qu'on avait refusé la carte de presse à Adel Mbala à Tangana. Est-ce que vous-même, vous trouvez logique que Adel Mbala à Tangana, présentatrice vedette du journal, n'ait pas la carte? Nous sommes rentrés dans des... Et puis, je vais vous dire qu'on a mis Séverin Tunke, François Bikoro, des gens des médias privés, juste pour emballer, pour la forme. Et malheureusement, il y a une logique de contrôle, il y a une logique d'instrumentalisation ou d'assujettissement. Qui est à revoir, selon vous. Oui, il faut revoir, parce qu'en réalité, vous savez, le journaliste, c'est un homme libre. Voilà. C'est pas quelqu'un qu'on peut assujettir ou barricader dans des logiques que dans un papier. Pas. La carte de presse, comme il a dit Émile Messiboka, c'est les membres du métier. Vous réunissez les pratiquants du métier, les pères de la profession, vous leur demandez ce qu'il faut, ils vous disent ce qu'il faut. C'est pas l'État. Parce que l'État, en fait, le fonctionnaire, qu'est-ce qu'il est? Il est ambitieux. Hein? Il est embrigadé et il peut être instrumentalisé par l'État ou par le politique. La presse, c'est la liberté. Inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs. La CNPS, volontaire ou pas volontaire, n'a pas... Vous savez, moi je cotise... Il faut chuter. Oui, oui. On ne cotise que parce qu'on veut cotiser. Le consentement doit être libre. D'accord. Timothée et Somba, votre regard. Bon, excusez-moi d'être un peu caustique. J'ai l'impression qu'on s'égare et on devient hors sujet. La carte de presse répond à un seul besoin. Identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ce n'est pas un permis d'exercice. On peut exercer sans avoir la carte de presse. Oui. Moi, j'ai exercé 5 ans avant de la demander. Voilà. C'est juste un élément d'identification parce que sur le terrain, il y a souvent des imposteurs qui arrivent, ils perpètrent des forfaits en disant « je suis journaliste ».
À quoi me sert la carte de presse? C'est que lorsque j'arrive quelque part, je me présente comme étant journaliste. C'est l'attestation. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. La CNPS entre dans une logique de promouvoir l'assurance volontaire. Volontaire, pas obligatoire. C'est volontaire. Mais quand c'est un critère, ça devient pas... Non, permettez, nous sommes en train d'entrer dans la couverture santé universelle. Est-ce qu'on va vous soigner si vous n'êtes pas inscrit? Si vous vous enrôlez pas, vous n'allez pas bénéficier de la couverture santé universelle. L'État, pour déployer sa politique, établit des critères. Et les critères, et la profession de journaliste n'échappe pas à ces critères. Vous ne pouvez pas exercer en tant qu'avocat si vous n'êtes pas affilié à la CNPS. Pourquoi vous faites chez nous comme si le journalisme était un métier de libertinage? Non. L'État reste le patron. Il a dit, quand l'État a fixé des critères, qui sont des critères simples, je vous dis, ils sont d'une simplicité. Tous mes collaborateurs ont la carte de presse. Je dis tous. Tout le monde a la carte de presse. Est-ce que certains n'ont pas de difficultés à remplir ces critères-là? Vous aurez quelle difficulté? Si vous n'avez pas l'affiliation CNPS, vous allez à la CNPS, on fait même ça dans le téléphone, assurance volontaire. Vous pouvez même dire que je vais souvent donner 1000 francs tous les 5 ans. La CNPS alors que vous travaillez dans une entreprise? Non. Mais vraiment, ne blaguons, ne faisons pas. Vous travaillez dans une entreprise à Camdis et vous allez vous-même demander la CNPS. Respectons les avis les uns. Vous savez, moi j'ai un avantage sur ce sujet. Pas un avantage. Vous travaillez quelque part. J'ai une lecture duale. Demander quelque chose. Je suis journaliste et je suis patron de presse. Je travaille avec des journalistes en freelance parce qu'on connaît la précarité du milieu. Ah, voilà. Donc, ils sont sous ma bannière, mais je ne paye pas de salaire. C'est mon modèle économique. Je travaille avec des journalistes qui sont partenaires. Vous comprenez un peu. Et comment on fonctionne? Puisqu'ils doivent se présenter sur le terrain comme travaillant dans la République Presse, qui est le nom de mon organe, d'un de mes organes de presse. Et d'ailleurs, ils travaillent pour plusieurs jours. Non, les miens ne travaillent pas. Non, les freelance, vous avez dit. On va essayer d'avancer. Le temps est parti pour ce programme. On n'a pas cette thématique. C'est la mise en bouche. Permettons Roger Kiek. On vous a écouté religieusement. D'accord. Alors je leur dis, la solution est facile. Puisque moi, je ne peux pas payer vos affiliations, ayant des revenus faibles. Voilà. Chacun va s'affilier à la hauteur de ses capacités contributives. Non pas s'il veut. Si tu ne t'affilies pas, tu ne travailles pas avec moi. Ça rentre dans mes critères de recrutement. Si vous voulez travailler avec moi, vous vous affiliez, vous faites de l'assurance volontaire. Mais moi, qu'est-ce que je fais en tant que patron? Les 10 000 qu'on demande, c'est moi qui les supporte. Donc, il ne faut pas qu'on dise aux gens que la procédure a un problème. Le problème de la carte de presse au Cameroun n'est pas un problème de procédure. C'est un problème d'avantage. En dehors de l'identification, la carte de presse au Cameroun n'apporte aucun avantage. C'est la raison pour laquelle les journalistes la boycottent. Vous trouvez qu'il la boycotte? C'est votre avis? Il la boycotte. Pourquoi pensez-vous qu'il la boycotte? Il la boycotte parce qu'elle ne les empêche pas d'exercer. Certains ont la carte de presse internationale qui est plus prestigieuse que la carte de presse nationale, ce qui est déjà un problème. Et tous les avantages... C'est une carte pas assez valorisée. Elle n'est pas assez valorisée. Quand je voyage à l'étranger avec ma carte de presse, j'ai des réductions de tous les avantages dans les hôtels, dans le train, etc. Voilà. Avec la carte de presse internationale. Lors des états généraux de la communication, il avait été dit, et Séverin Tchouke l'avait annoncé à son accession à cette fonction, que les frais d'hôtel devraient être réduits, les frais de transport devraient être réduits pour faciliter la collecte. Mais au Cameroun, présentez votre carte de presse à un hôtelier, il ne vous réduit rien. Le transport n'est pas réduit, Internet n'est pas réduit. Du coup, tous les avantages que le gouvernement a accepté, même l'accès à l'information, lors de l'institution de la carte de presse, ne sont pas encore opérationnels. Résultat des courses, les gens ne trouvent pas d'importance à acquérir la carte de presse. Donc, le gouvernement du Cameroun devrait gagnerait à valoriser la carte de presse en matérialisant tous les avantages qui lui sont accolés, et la commission de la carte de presse devrait justement communiquer immensément
pour que les gens sachent que la procédure est une procédure simple. Léonide Foum. Oui, Pardon. Le cas d'Adel Mbala. Le temps. Le cas d'Adel C'est Mbala. pas une émission sur Non, ce cas-là. parce que sinon, Permettez vraiment. l'information peut voyager. Quelques le cas d'Adel secondes. Mbala est que la CIATV, en tant qu'organe, dépose les dossiers de tout son personnel. Voilà. Et dans son dossier, il manquait un document. Le document a été ajouté et elle a obtenu sa carte de presse après régularisation. Tout simplement. Léonide Foum. Oui, dans la production des biens de l'esprit, des biens de consommation culturelle, le gouvernement du Cameroun a aussi une grande responsabilité quant à, j'allais dire, la maîtrise du monde de la communication. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire en réalité? C'est que la presse camerounaise, de manière globale, n'est pas financée. Il faut savoir que c'est un bien de consommation culturelle et donc c'est la responsabilité de l'État de créer des conditions pour que la presse vive. On ne finance pas la presse en France. Même aux Il y a des mécanismes qui existent dans ces sociétés-là pour financer les biens de communication, sociale. Allez à l'UNESCO. Allez à l'UNESCO. En France, il y a vous allez faire. Mais il y a des mécanismes qui existent. Ça, c'est un autre débat qui n'a rien à Non, mais tu parlais tout à l'heure, je ne t'ai pas interrompu. Tu parlais tout à l'heure, je t'ai pas interrompu. Et on va sortir véritablement de ce sujet, oui. Alors, quand dans un pays, et ça c'est un problème, le soutien à la presse n'est donné qu'à la presse publique. Et c'est des bulletins que l'on donne à la presse privée en guise d'aide. C'est très vrai. Hein? En guise d'aide. Il y a quand même vous comprenez? De presse sur le plateau. Monsieur Abena, laissez-moi parler. Des choses qui sont pas vraies. Quand même. Monsieur Abena, laissez-moi parler. Vous savez, non, monsieur, c'est son avis. S'il m'empêche de parler, il n'a pas la même expérience que vous, par exemple. C'est son avis. La publicité gouvernementale fait partie. Mais si tu commences à faire ce que tu fais là, nous tous on va le faire, monsieur Abena. L'actualité nous commande. On n'émet pas des avis sur un sujet réel, vérifiable. Demandez à un patron de presse de vous dire, est-ce que le gouvernement vous soutient? Nous allons vous dire. Mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement camerounais ne soutient pas la presse privée. Peut-être qu'il soutient certains, ça dépend des expériences de tout un chacun. Mais demandez comment est-ce qu'on soutient, on va vous le dire. Mais dire qu'on ne soutient pas la presse privée, vraiment, c'est pas vrai. Respectons néanmoins les avis les uns des autres. Un débat constructif, on doit s'en rappeler quand même. Un sujet assez intéressant. Donc, oui, Léonide Foum. J'étais en train de dire chutez, hein? Oui, bien sûr. C'est lui qui gêne là depuis et moi j'aurais chuté. Restons concentrés. Oui, c'est lui qui dérange. Il interrompt tout le monde. Donc, j'étais en train de dire que en tant que bien de consommation culturelle, dont un bien qui contribue, n'est-ce pas, à l'éducation de la population et des masses, si l'État s'y mêle de manière à permettre un certain nombre de moyens de financement à la presse, vous allez aussi vous rendre compte que des gens sérieux vont y venir et ça va permettre nécessairement l'écrémage dont on a besoin et les flagonneurs vont disparaître parce que le grand problème... Permettez un dernier tour quand même. Oui, le grand problème aujourd'hui, c'est que la presse est précaire. Et le dit vraiment, ce n'est pas quelque chose... Émile Messi, avant le dernier tour de table sur ce sujet-là. Émile Messi, à la parole, s'il vous plaît. Je ne parle pas beaucoup sur cet aspect. J'attire tout simplement l'attention des pouvoirs publics sur leurs responsabilités. Vous voyez... On a coutume de dire que la communication en général est le quatrième pouvoir. Je crois qu'il faut bien le dire. C'est-à-dire que dans toute démocratie, c'est la presse qui est le véritable baromètre de la démocratie. C'est-à-dire quoi? Au-delà du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, le quatrième pouvoir revient à la presse justement parce que sa responsabilité est ici d'équilibrer tous les pouvoirs en jouant un rôle de dire la vérité, de dénoncer, de donner la bonne information. Et cela n'est possible que si la presse est libre. Très bien. La liberté donc de la presse, la problématique de la liberté de la presse ici donc se pose avec la question du financement. Celui qui reçoit le financement est libre. Mais pour revenir à la carte de presse qui nous préoccupe aujourd'hui,
Nous pensons que, contrairement à ce que Soma dit, la carte de presse devrait également être l'occasion d'assainir le milieu de la presse. Et pour y arriver, il a dit quelque chose. Il faut associer les promoteurs de presse. Lorsqu'un promoteur de presse n'affilie pas son personnel, tout au moins les journalistes, à la CNPS, je ne sais pas pourquoi. Est-ce la faute aux journalistes? La commission ou le CNC, je ne sais pas trop pourquoi il reste indifférence là aussi. L'affiliation des CNC, c'est une bonne chose. Mais quand ça devient une condition, sans au préalable avoir réuni des conditions pour que tout professionnel ait accès à cette affiliation-là, je crois que ça devient donc accessoire comme condition. Mais j'ai dit, au Cameroun, c'est celui qui exerce, celui qui a des résultats probants, des résultats qu'on peut vérifier dans le métier, c'est celui-là qui exerce. Alors, je formule une proposition. D'accord, on simplement. va en sortir à Roger qui est oui. Alors, je propose à la commission de la carte de presse de recenser les médias sur le terrain et de faire le déplacement vers les médias. C'est-à-dire que elle est commission, elle ne doit pas être statique et figée quelque part. Elle doit travailler sur le terrain. Qu'elle soit assez mobile, d'accord. Il faut qu'elle soit mobile parce qu'elle doit inviter les patrons de presse, les promoteurs, à remplir, à souscrire à un certain nombre d'exigences qu'on ne doit pas imputer individuellement aux professionnels. D'accord, Roger. Maintenant, qu'elle se limite à constater que des professionnels exercent effectivement on vous aura et régulièrement là-dessus ce matin. Tire l'essentiel de leur revenu, un débat de leur métier, et on leur donne la carte de presse. Le temps est parti pour ce programme. On va pouvoir avancer avec votre permission, prendre la transition, pourquoi pas, pour revenir sur la première thématique à vous proposer ce matin. Nous parlons de la célébration de la 53e édition de la fête de l'unité nationale. Un Cameroun debout, uni et en paix. On revient. De retour sur ce plateau, si vous nous prenez à l'instant, c'est votre programme Grand Débat. Nous sommes là depuis 11h et ce jusqu'à 13h pour discuter de ces questions-là qui intéressent les Camerounais que vous êtes. Nous parlons à présent de la fête de l'unité nationale célébrée le 20 mai dernier. Nous avons vu ces parades militaires et civiles à travers les différentes régions du triangle national. Symbole d'un Cameroun debout, uni et en paix. La question, elle est posée ce matin. Léonide Foum. Oui, je crois que c'est vrai, la parade, vous êtes revenu sur la parade, il y a aussi eu des agapes, un grand banquet au palais de l'unité, et ceux qui sont dans les régions, les chefs-lieux, ont vu des réceptions chez les gouverneurs, ceux qui sont dans les départements, chez le préfet, dans les arrondissements, chez les sous-préfets. Et donc, je pense que ces hommes, ou bien le politique, trace un cap et indique que nous sommes appelés à la grandeur dans notre pays. Mais maintenant, comment de manière palpable est-ce que le Camerounais vit l'unité? Moi, je dis que j'ai d'abord envie de dire que l'unité, personne n'a jamais construit un pays. C'est une quête permanente. L'unité. Et moi, je crois que lorsque l'on regarde le Cameroun, le président Paul Biya a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Lorsque des Camerounais peuvent être attirés par des sirènes de la division, par exemple au nord-ouest et au sud-ouest, lorsque Boko Haram peut venir appâter des jeunes à l'extrême nord et qui trouvent que le Cameroun n'est plus l'endroit où il doit pouvoir vivre, alors je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts pour enchanter, pour créer
et enchanter le modèle politique camerounais pour que les Camerounais ne pensent plus que on doit aller ailleurs, on doit aller se fixer ailleurs. Je le dis d'autant plus que moi, le fonctionnaire, et je chute pas là, mais vous sentez les inégalités. Vous êtes dans la même fonction publique, vous avez fait les mêmes études et dans les mêmes universités que certains qui sont dans certaines autres administrations, mais vous vous êtes payé au lance-pierre. Eux, les primes qu'on leur donne suffisent à couvrir vos salaires et même au-delà de ces salaires-là. Alors quand vous voyez ça, vous dites, mais nous sommes dans un même pays, mais vous êtes mal dans votre chair et dans votre peau. Et donc, si on ne travaille pas à réduire les inégalités, les insatisfactions de notre politique, eh bien, la nation camerounaise va péricliter, va aller en vrille. Et je crois que c'est là où il faut mettre de l'accent. Les célébrations, c'est important, oui, mais le comportement dans la politique redistributive. Quand les gens n'arrivent pas à aller dans des hôpitaux, les routes sont crevassées partout, les poubelles partout dans la ville, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un pays qui a un potentiel aussi important, des richesses importantes comme les nôtres, il y a vraiment à faire. D'accord. Émile Messi, des célébrations avec FAST à travers les différentes régions. Oui, la 53e édition de la fête de l'unité nationale a été, mais l'unité nationale en elle-même, 20 mots ou alors cela est réellement palpable au sein de la nation camerounaise? Il faut toujours aller dans le contexte de la fête de l'unité. Elle n'est pas sortie de terre comme un champignon ou bien tombée du ciel à tout hasard. La fête de l'unité a une histoire. Et je pense que c'est cette histoire-là qu'il faut toujours interroger avant de voir que la fête de l'unité ne nous résout pas des problèmes personnels ou je ne sais pas pourquoi. Je pense que lorsque vous parlez de la fête de l'unité, notamment la 53e édition, tout part de 1972. Ce 20 mai-là 1972, c'est ce référendum entre deux parties, ou alors le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Le Cameroun oriental ici, c'est quoi? Il faut bien le dire. C'est le Cameroun qui occupait la France. Et le Cameroun occidental, c'est le Cameroun qui occupait l'Angleterre. Et pourquoi les deux occupent? Tout part de la Première Guerre mondiale. Le pays qui a colonisé le Cameroun, nous savons bien que c'est l'Allemagne, qui arrive au Cameroun depuis 1884. Et qui occupe l'Allemagne et donne un territoire, essaie de pacifier et tout et tout et tout. La capitale du Cameroun, Roger Keck, c'est bien Douala. On est allé à Boyaon en passant par leur capitale est devenue à Yaoundé. Maintenant, dans la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale en 1916, disons-le comme ça, fait donc en sorte que le Cameroun est donc placé sous mandat de la Société des Nations, où la partie orientale, puisque la France était au Gabon et partout là-bas au Congo et tout, prend donc une bonne partie du Cameroun pour être sous son administration ou alors sous son mandat. Et l'autre partie, le Nigeria, dont l'Angleterre était déjà de ce côté-là bien avant. Voilà comment donc les deux Camerouns se retrouvent entre les deux puissances. Qui font donc maintenant que lors des indépendances, pour aller très rapidement, le Cameroun oriental obtient son indépendance le 1er janvier 1960 et le Cameroun occidental obtient son indépendance, je crois, le 1er octobre 1961. Voilà donc la marche vers la réunification qui est entamée. Dans un premier temps, c'est la réunification du Cameroun avec les deux États, avec l'État fédéral, oui, avec les deux États fédérés et l'État central. On va donc en 1912 pour donc cette unité-là. Et le 20 mai donc symbolise, ce référendum où tous les Camerounais se sont prononcés pour l'unité. Voilà qui a donc abouti à la constitution du 2 juin 1972. Voilà donc de 72 en 2025, nous sommes donc à 53 ans. Vous comprenez? Maintenant, dans le bilan de cette unité-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord, les deux Cameroun, qui ont manifesté leur volonté de revenir comme bon jetant laissé par l'Allemagne. Et en 1985, quelque chose va se passer. Le chef de l'État, Paul Biya, va faire voter une loi pour que le Cameroun uni, la République unie du Cameroun devient la République du Cameroun tout simplement en 1985. C'est aussi un acte très fort. Maintenant donc dans cette unité-là, est-ce que le Cameroun est uni aujourd'hui? Je peux dire oui. Sur quelle base? Sur la base, parce que l'État c'est d'abord un territoire. Aujourd'hui le Cameroun a gardé l'étendue de son territoire intact.
sur la base de sa population. Est-ce que les Camerounais, nord au sud, de l'est à l'ouest, se sentent Camerounais? Je peux dire oui. Nous sommes une population qui se sent Camerounais. Bon. Maintenant, avec donc les deux parties qui célèbrent donc cette unité-là aujourd'hui, la partie occidentale et la partie orientale, est-ce que les deux parties ont un problème en tant que tel? Est-ce qu'il y a un problème anglophone, francophone au Cameroun, réellement parlant? Moi, je ne le pense pas. C'est mon avis. Bien évidemment, il y a des réclamations de cette partie-là. Une certaine opinion, certains individus pensent qu'ils devraient avoir assez. À cela, on nous parle de la conférence de Fumban de 1961. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Les résolutions de conférence reposaient sur quoi? Nous autres, nous n'en savons pas assez. Peut-être qu'un jour, les accords de Fumban, quand on va nous les révéler, on verra là où il y a le problème. Mais de façon tout de go comme ça, moi je peux dire que l'unité nationale est là. Mais les problèmes que nous avons au quotidien, des problèmes de gouvernance, des problèmes de corruption, c'est des problèmes qui sont périphériques et qui sont communs à tous les pays qui sont en construction. Selon vous, est réellement là. L'unité nationale, comme il a dit, c'est un projet. Les Camerounais vivent ensemble, nous n'avons pas de problème. C'est un chef de quartier qui vous parle, qui a toutes sortes de populations. Les populations entre elles n'ont aucun problème, en dehors des problèmes d'accès aux services sociaux de base, en dehors des problèmes d'accès aux conditions de vie meilleures. Je crois que le vivre ensemble aujourd'hui n'a pas de problème. Mais comme je dis, dans sa diversité, le Cameroun, nous devons travailler chaque jour pour qu'au-delà de l'unité nationale, mais qu'on parle plutôt de l'intégration nationale, qui irait donc au-delà d'unité, parce que l'unité, c'est qu'on a mis des éléments, on a joué des éléments, on les a mis ensemble et qui ont formé un. Mais l'intégration, c'est que les éléments s'interpénètrent et deviennent une même chose. C'est la quête donc de l'intégration qui est posée donc sur la table. Roger, qui est que votre regard, l'unité nationale au Cameroun? Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple sur un territoire, le Cameroun. Et nous avons ensemble une communauté de souvenirs historiques. Il y a plein de choses qui nous lient. Et je vous assure que quand Abena, Mfoum ou Messi et moi nous nous retrouvons dans un bar, nous n'avons pas un problème d'interpénétration ou de vivre ensemble. Mon fils qui va à l'école tous les matins me raconte qu'il n'a pas de problème avec ses amis. Ils se partagent le goûter, etc. Mais si, il faut que tu saches que les pères fondateurs, c'est-à-dire que même les nationalistes, Oumiobe, Django, Foncha, Tifendeli, Ntumaza, One Cameroun, étaient pour qu'il y ait l'unification même avant l'indépendance. Tout à fait, l'UPC. Il y avait un désir, parce que quand on a même interdit l'UPC ici au Cameroun français, ils sont partis vivre en région anglophone. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un problème avant, mais ils ont pensé que la France était passée en force. Parce que les deux États à qui la Société de Nations avait confié le Cameroun, qui étaient l'Angleterre et la France, ont dealé. L'Angleterre a pris la partie anglophone qui l'intéressait, qu'on a rattachée au Nigeria, et la France est restée avec sa partie, puisque Abel Inga, dans son livre Introduction à la politique camerounaise, nous dit que quand la France a vu que l'Algérie avait nationalisé ses puits de pétrole et ses minerais, elle est venue se rabattre dans le pétrole de la zone anglophone, dans une espèce de politique d'assimilation. Bon, laissons ça à l'histoire. Aujourd'hui, nous vivons sur un même territoire. Nous avons une communauté de souvenirs historiques, comme je le disais tantôt. Et j'ajouterai que... mon fauteuil... Voilà. J'ajouterai que la gouvernance fait problème dans notre pays. Est-ce qu'on se sent à l'aise? Nos frères anglophones que j'essaie de comprendre pensent que dans leur région riche en pétrole, une élite qui centralise tout à partir de Yaoundé ne leur répercute pas le sentiment de bien-être. L'unité est un sentiment. Je me sens intégré parce que je sens que on me redistribue une petite partie de la richesse nationale. Quand vous allez à Massock-Son-Loulou, on a installé le barrage à Son-Loulou, on tire l'électricité à Son-Loulou, mais les gens de Massock n'ont pas d'électricité. Il y a un problème. Ils refusent, ils se disent, mais est-ce que nous sommes intégrés? Est-ce que nous sommes réellement Camerounais? Quand vous allez à Yakadouma, vous voyez la misère dans laquelle vivent les populations de Yakadouma, alors qu'il y a de l'or, il y a un certain nombre de choses, il y a le bois.
Ils veulent se sentir. En réalité, l'élite est interpellée parce que c'est la qualité de la gouvernance qui choque les Camerounais. La mauvaise humeur des régions anglophones, vous la ressentez dans l'extrême nord. Vous la ressentez à Yoko. Au sud. Vous la ressentez à Bion-Bané. Et ils disent qu'ils ne sont pas les gens du sud autant que ceux de Samima. C'est la qualité de la gouvernance, la qualité de la redistribution qui va faire en sorte que les Camerounais puissent se sentir intégrés. Parce que tout le monde l'a dit ici, l'unité est une construction. L'unité est une construction. Aïdjo a travaillé pour l'intégration, pour l'unification. 53 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle des nations. Les Américains, les autres que nous regardons, parfois c'est 200 ans, parfois c'est 400 ans. Nous avons intérêt à travailler suffisamment pour que l'idée d'unité, l'idée d'interpénétration, l'idée de cohésion nationale au fur et à mesure soit bonifiée et que nous finissions par nous retrouver en tant que Camerounais fiers d'être ensemble. Nous nous marions, non? C'est-à-dire les gens épousent une fille anglophone, une fille de l'Est, sans problème. Nous devons travailler et à améliorer la gouvernance et la redistribution du fruit de l'effort national. Timothée Essomba, l'unité nationale en processus permanent. Oui, l'unité nationale est un processus permanent. L'unité nationale est un héritage de nos pères. Je ne vais pas parler des pères fondateurs, parce que le Cameroun n'a pas institutionnalisé l'expression des pères fondateurs. Donc, l'unité nationale est un héritage ancestral que nous devons pérenniser, parce que c'est d'abord une unité de territoire, une unité de transcendance, et maintenant nous devons la pérenniser au fil du temps. Et c'est ce qui se passe depuis le 20 mai 1972, parce que voyez-vous, le changement de dénomination qui a été opéré en 1984, qui voulait que nous partions de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun tout court, avait justement pour mobile de fusionner les mentalités. Parce que lorsqu'on parle de République unie, on est sur le vestige de la réunification. Alors qu'on peut être réunifié sans forcément être unifié. L'unification a une mystique symbolique qui va au-delà du simple fait d'être assis sur la même table. Là, c'est l'unité de pensée, l'unité vers un idéal commun. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce changement de dénomination. Et comment nous nourrissons l'unité? Nous nourrissons l'unité par nos comportements citoyens. Nous nourrissons l'unité par nos comportements républicains. Autant les gouvernés que les gouvernants. Le fait, à un moment donné, de toujours vouloir faire un procès de la gouvernance lorsqu'on parle de l'unité est une erreur. Parce que c'est une tendance à déresponsabiliser l'apport citoyen dans la construction de l'unité. Le président Aïdjo, lorsqu'il prend les rênes du Cameroun, vient avec le slogan de la construction nationale. Le président Paul Biya a décidé d'aller plus loin avec le slogan de l'intégration nationale. Ces deux idéaux programmatiques de vie qui se fondent dans l'unité. Nous devons comprendre que l'unité est immuable. Notre unité est intangible. Et c'est la raison pour laquelle nos forces de défense vont jusqu'au sacrifice suprême pour préserver d'abord notre intégration territoriale. Notre sécurité territoriale est le meilleur moyen par lequel nous valorisons notre unité. Les procès de gouvernance ne doivent pas entamer le flambeau de l'unité. Parce que la gouvernance soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, oui, tant que nous sommes sur le même territoire, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Maintenant, la gouvernance n'est pas statique. L'unité, elle est statique. On doit être unique, c'est non négociable. Mais la gouvernance se veut dynamique. Au fil des aléas, au fil des écueils, au fil des obstacles, au fil des apories, nous devons résoudre au quotidien les problèmes de gouvernance. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde où il n'y a pas les problèmes de gouvernance? Ce pays n'existe pas, c'est le paradis. Donc, nous travaillons tous à résoudre au quotidien les questions
de gouvernance. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État fait des remaniements. C'est la raison pour laquelle les prévaricateurs de la fortune publique sont en prison. C'est la raison pour laquelle nous adoptons des lois, nous modifions des lois. Parce que il faut créer un Cameroun dans lequel tout le monde se sent chez lui, se sent en sécurité. J'ai coutume de dire que ce qui bonifie le droit, ce sont les incidents. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en parler dans la prochaine thématique. Parce que tout le ramdam que nous observons aujourd'hui aura pour un seul effet. C'est d'améliorer le droit qui est déjà là. Le droit ne peut pas tout prévoir lors de son adoption. C'est donc le fil des incidents qui rend le droit meilleur et qui nous donne une meilleure société. D'accord, Léonide Foum. Mais entre-temps, au sein de la société, on décrit ces derniers temps, voilà, la montée, l'escalade des discours haineux, des tendances au tribalisme. Que comprendre? Oui, vraiment, revenons au basique. Quand on va un peu dans les nuages, on a comme l'impression qu'on se... Le basique, c'est quoi? Quand on parle de nation, la nation est d'abord un sentiment. On ne commande pas un sentiment. Quand je vous vois et j'ai une attirance pour vous, ce n'est pas quelqu'un qui me le commande. Quand j'entre dans cette salle, je remarque que vous avez fait de beaux investissements, elle est avenante. Ce n'est pas un ordre qu'on me donne. Bon, donc, il faut savoir que dans la construction, le cheminement historique du Cameroun, nous sommes partis d'une société fermée, d'une société de dictature, à une société ouverte. Et l'ouverture là, avec l'adoption des libertés, c'est que fondamentalement, on reconnaît le droit pour le citoyen à l'autodétermination. Donc, ça doit aussi amener les politiques à se responsabiliser et à travailler autrement. Aïdjo nous a amené à être unis par la dictature, la force des armes. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui, puisqu'on a adopté un autre modèle de démocratie, de société. Lorsque nous sommes entrés en démocratie, on a reconnu que le citoyen est libre. Et sa liberté peut l'amener à dire que je ne me sens plus à l'aise dans cet ensemble. Et donc, la responsabilité que nous avons en tant que politique, c'est de travailler pour que l'ensemble, la maison Cameroun soit attractive pour tout le monde. Et que lorsque vous êtes dans un environnement, que vous disiez que mais il n'y a pas meilleure chose et meilleure maison que le Cameroun. Or, que voyons-nous? Mais tout le monde veut partir de ce pays. Tout le monde veut partir de ce pays. Sauf moi. On chasse les Camerounais en Guinée équatoriale. On les pourchasse en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Or, est-ce que le Cameroun n'a pas de quoi permettre à ce que nous vivions à l'aise chez nous? Ça revient, n'est-ce pas, à la qualité de la gouvernance que mon frère a voulu tout à l'heure botter en touche. La gouvernance est ici fortement interpellée. Le citoyen que je suis vient faire son travail. Lorsque vous m'invitez à un média, je viens remonter les populations, les problèmes que les uns et les autres. C'est ma contribution de manière citoyenne à la vie de la nation. Et parce que j'ai reçu aussi de cette nation. J'ai reçu de la nation. Nous avons été à l'école lorsque l'école était presque gratuite, y compris jusqu'au lycée. Mais est-ce que le parent déjà qui n'arrive pas à faire un seul repas par jour va comprendre qu'on lui demande de payer plus que le SMIC? Parce que même l'école publique aujourd'hui devient même parfois plus chère que certaines écoles privées. Le citoyen n'arrive pas à se soigner convenablement. Comme quoi? C'est pas vrai. Le citoyen... L'école publique la plus chère, on paye le bac à 7 000. Aucune école privée n'est à 7 000. Mais... Madame Muriel, ne laissez pas qu'on dise des comptes. Laissez-moi parler. Aucune école privée au Cameroun ne peut être plus chère que l'école privée. Non, c'est pas un problème de pensée. On n'est pas là pour désinformer.
Vraiment, lorsque ce sont des avis... Permettez à Léonide Foum de s'expliquer. Déployez-vous sur vos parole, mais quand vous désinformez, ça fait mal. De dire sur un plateau sérieux comme Camdis Télé que l'école publique est plus chère que l'école privée. L'APE n'existe pas dans l'APE c'est combien? 25 000. Voilà. L'APE c'est combien? Et les frais parasites. L'APE varie en fonction de la catégorie de la situation de l'école. Moi, je vous êtes des enseignants. J'en suis un. Est-ce que c'était le Cameroun aujourd'hui? Vous étiez 6 millions. Le Cameroun aujourd'hui c'est 30 millions. Vous dites que les gens n'arrivent pas à manger. Il n'y a que 10 millions de pauvres au Cameroun. Permettez à Léonide Foum de présenter Moi j'ai un problème. et son fait sur le temps. Lorsqu'on parle des faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Faites des commentaires libres, mais sur les faits, restituez la vérité des faits. Moi ça me blesse. Donc on ne chasse pas les Camerounais en Guinée équatoriale, c'est faux. Je n'ai pas contesté cela. Je conteste une seule phrase. Quand vous dites que l'école publique est plus chère que l'école privée, c'est la seule phrase que je conteste. Mais le reste, je vous laisse tranquille. Parce que là, Léonide Foum. Et reconnaissez que là, vous avez menti. Je ne reconnais rien. Parce que vous racontez des inepties, monsieur. Léonide Foum. Vous me laissez parler, je suis le responsable de mes propos. Et vous êtes un homme politique. Vous ne savez pas qu'il y a des écoles privées dans des quartiers, des collèges y compris, où on donne moins de 25 000 aussi. Léonide Foum. Et elles sont privées, hein, s'il vous plaît. Quel collège? Dans quel collège on donne moins de 25 000? Citez le nom de ce collège. Je ne suis pas donc venu, je vais te Non, pas venir, citez le nom de présentation. S'il vous plaît, Timothée. C'est pas vrai. Respectez la présentation. Nous sommes des parents, nous sommes tous des enseignants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Le mensonge ne peut pas perdurer. Et c'est vous qui dites la vérité, monsieur. Non, mais il faut qu'il retire ce qu'il dit. Vous n'êtes pas sûr que vous dites la vérité. Vous n'êtes pas sûr que vous dites la vérité. S'il vous plaît. Mais il faut retirer ça. Mais c'est quelle façon de respecter la présentation? C'est vous qui dites la vérité, nous on ment. On ment. S'il vous plaît. Bon, donc je disais ceci, hein. La nation, c'est un sentiment. Et il faut que le politique, dans sa manière de conduire la nation, sache que il crée à travers les décisions et ses comportements. Vous chutez, hein? Oui, il peut créer une adhésion et une consolidation à l'idée de la nation ou une dislocation de ces sentiments d'appartenance-là. Bon, je chute en prenant des exemples. Hein. Vraiment, je chute en prenant des exemples. Nous savons à l'heure actuelle que les deux régions anglophones du pays sont dans des problèmes. Et pour moi, c'est des problèmes essentiellement de gouvernance. D'autres diront ce qu'ils veulent. Parce que quand quelqu'un dit que je veux déjà me détacher du Cameroun, je m'en vais, c'est qu'il ne se sent plus à l'aise là où il se trouve. Et notre responsabilité, c'est de faire que tout et chaque Camerounais soit à l'aise dans le pays. Il y a des problèmes à l'extrême nord liés à la secte Boko Haram qui enrôle facilement les Camerounais. Vous pensez que c'est facile d'arriver par exemple dans un pays comme ce que nous prenons souvent en exemple? C'est vrai qu'ils ont plus de 100 ans, 200 ans pour certains dans la constitution de leur nation. Mais vous croyez que vous pouvez facilement aller en France, vous donnez 200 000 mots. D'accord, on vous aura compris vous l'amenez à combattre sa nation. Donc voilà, donc consolidons. Merci. Voilà. Finalement, le rôle du politique qui se veut être prépondérant. Bien évidemment. Moi, je suis d'accord sur les idées. Je suis parfaitement d'accord avec Léonide Foum sur l'idée du sentiment que chaque Camerounais devrait avoir vis-à-vis de la nation. Parce que lorsqu'on quitte de cet État qui a été construit dans les micro-États, avec les micro-États, parce que le Cameroun c'est une diversité sur tous les plans. Mais aujourd'hui le défi c'est aller vers une nation. Et la nation aussi c'est l'appartenance. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes aussi tous d'accord que c'est un processus qui est entamé depuis 1960 avec ses indépendances. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites dans le sens de la construction nationale. Nous parlions tout à l'heure de la réunification, de l'unification. Aujourd'hui, nous devrions aller rapidement dans l'intégration. Alors,
est-ce qu'il y a des éléments de sentiment d'appartenance? Moi, je peux dire oui. Si on prend notre armée nationale, c'est une fierté nationale, notre armée. Lorsqu'elle est sur le front, lorsqu'elle est sur des batailles, c'est grâce à cette armée que Boko Haram n'a pas pris un centimètre du territoire camerounais. Tous les Camerounais sont fiers de cette armée-là. Lorsque cette armée défile au boulevard du 20 mai, un peu partout, on a ce sentiment d'appartenance. Lorsque les lions indomptables jouent, vous voyez, voilà, on a ce sentiment qu'on est Camerounais, parce qu'on veut les voir gagner. Et lorsqu'ils gagnent, on est prêt à s'embrasser. Même ceux qui revendiquent la sécession, quand les lions jouent, ils ne ratent pas le match. C'est ça aussi le sentiment d'appartenance, Léonide Foum. Donc, nous devons continuer donc à travailler dans cette lancée pour que ce sentiment soit vraiment effectif au-delà des préoccupations quotidiennes. C'est pour ça que moi, je suis d'abord en tant que pédagogue moi-même, ceux qui pensent que nous devons réviser profondément nos programmes d'éducation pour mettre une place de choix à cette éducation citoyenne en introduisant prioritairement l'histoire du Cameroun. On a dit tout à l'heure les pères fondateurs, ceci et cela et tout et tout et tout et tout. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Le besoin d'enseigner l'histoire. L'histoire du Cameroun. Elle n'est même pas enseignée, ça je veux vous dire et je vais vous surprendre. Elle n'est même pas enseignée à 2% en ce moment, d'après les programmes en vigueur. Il faut revoir les programmes. Il faut revoir. Parce que, Léonide Foum, le sentiment se construit aussi à partir des symboles, à partir de l'éducation. Lorsque vous voyez un petit Allemand, ce n'est pas parce qu'il mange bien, parce qu'il vit très bien, mais il a une éducation qui lui fait savoir que l'Allemagne est au-dessus du monde. Ce n'est pas le même Hitler qu'on nous enseigne au Cameroun qu'on enseigne aux petits Allemands en Allemagne. Vous voyez, c'est pour vous dire que nous, le défi est là. Nous devons continuer à travailler pour qu'effectivement, chaque Camerounais se sente Camerounais. Je vous ai cité l'armée, je vous ai cité les lions indomptables. On doit aller dans l'éducation pour que lorsqu'on dit qu'on est Camerounais, alors là, qu'on se sente d'abord respecté. Donc, pour dire que le chantier là, on doit juste le pérenniser. On doit continuer à travailler. Nous, les hommes politiques, je suis encore d'accord. Parce que tout cela, très souvent, se passe avec les hommes politiques qui, lorsqu'à l'approche des élections, alimentent des discours de haine. Parce qu'ils ont des projets de conquérir le pouvoir. C'est que moi, je pensais parfois que, dans mes réflexions, pourquoi ne pas arriver que lorsqu'on veut même créer un parti politique, qu'on donne une idéologie qui prend en compte l'unité nationale. Des partis politiques qui se cantonnent dans leur coin, dans leur région, mais qu'on ait des visées nationales. D'accord, on vous aura c'est tout ça que j'appelle l'éducation politique aussi. Merci, oui, pour sortir de cette thématique-là, un dernier tour de table. Une seule question, la même à chacun d'entre vous. Quelle contribution concrète en tant que Camerounais pour faire avancer l'unité nationale? On commence par Timothée et Somba. Muriel, de toute ma vie, je ne serai jamais un populiste. Jamais. Je consacre mon quotidien à sacraliser les faits. Et vous allez excuser à un moment donné mon impolitesse, mais lorsque je sens que le fait est biaisé, je ne voudrais pas qu'on dise qu'on a dit ça pendant que tu étais là. Parce que la responsabilité à un moment donné est individuelle. Donc, c'est l'occasion de présenter mes excuses aux téléspectateurs pour la petite poussée d'adrénaline. Maintenant, j'adore sa chute. Aujourd'hui, la montée des discours de haine et autres, ce sont les politiques. La Constitution est claire. L'article 3 de la Constitution est clair. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Ils mènent leurs activités dans le respect de la loi et la promotion de l'unité nationale. Lorsque le discours de haine vient donc du parti politique, d'un leader politique, qu'est-ce qu'on doit faire?
il faut dissoudre le parti politique. Ernest Renan a donné les deux acceptions de la nation. Les critères objectifs tels qu'il les a évoqués, le critère géographique, les critères historiques, les critères... Mais le critère le plus important, c'est l'élément subjectif. Le sentiment d'appartenance. Ça veut dire quoi? Vous pouvez naître Camerounais, mais vous ne vous sentez pas Camerounais, vous partez. Sauf que ce n'est pas le fait pour vous de partir qui signifie que le modèle de gouvernance camerounais l'est. Beaucoup de Chinois, quand la Chine était pauvre, sont partis. Est-ce que c'est parce qu'on gouvernait mal la Chine? Aujourd'hui que la Chine est riche, beaucoup de Chinois ne reviennent pas. Donc il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux gens que le sentiment d'appartenance se mesure à pour baromètre la qualité de la gouvernance. D'accord. Moi, je suis Camerounais. Oui. Faites, si vous voulez partir tous, moi et Somba Bena Timothée Francis, je vais rester parce que j'aime le Cameroun. Nous devons donc cultiver le patriotisme, cultiver le sens élevé du concept de la nation. Cameroun, il faut valoriser les monuments tels que le monument de la réunification qui a été construit par Gédéon Panjo. Je pense que ceux qui viennent après moi ne connaissent même pas l'auteur de ce monument. Et le levier, c'est quoi? Le levier, c'est l'éducation. Parce que, et je vais chuter par là, l'un des problèmes du modèle de développement du Cameroun, et qui fait que parfois on a des échecs à certains endroits, c'est qu'on pense qu'on développe une nation avec les infrastructures. Non. On développe une nation avec l'humain. Il faut beaucoup investir sur le développement humain. Parce que des humains non éduqués, même si vous leur laissez quel type d'infrastructure, ils vont les détruire. Mais des humains bien éduqués, vous n'avez même pas besoin de leur laisser des infrastructures. Ils vont bâtir eux-mêmes. Roger, qui est que contribution pour l'unité nationale. Alors je vais vous dire, hein, là voici, je vous les graine. Un couplet de l'hymne national du Cameroun, laissé par les pères fondateurs, dit que le Cameroun est un beau jardin que les ancêtres nous ont légué. Le jardin, on doit l'arroser, on doit l'entretenir. Voilà. Si vous n'entretenez pas votre jardin, les fleurs vont flétrir. Et puis, Aïdjo organisait le commerce agro-pastoral de région en région pour essayer de s'aimer le développement. Il laissait des hôtels, il laissait des routes, il laissait un certain nombre de choses. C'était sa façon de redistribuer un tout petit peu le développement dans une quête d'équité. Quand nous vous disons la gouvernance, vous ne pouvez pas, si on vous confie, vous êtes ministre, on vous donne la planification. Des solutions, oui, des solutions. On vous dit, mettez une usine de fabrication des tracteurs. Vous avez donc une usine qui va fabriquer des moissonneuses de riz, des batteuses de riz. Au lieu d'aller mettre l'usine dans un bassin de riz, c'est-à-dire à Yagua ou non, vous prenez l'usine, vous mettez à Ebolova dans la forêt, où on ne cultive aucun riz. Les autres, et puis l'usine, elle est là-bas, elle pourrit, et vous ne récoltez rien. On vous dit, faites l'usine de manioc. Nous connaissons quels sont les bassins de manioc. Solution concrète, le besoin d'arroser. Vous prenez l'usine de manioc, vous partez la mettre là où il n'y a pas de manioc. En réalité, la gouvernance de chez nous est questionnable. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre, vous avez des financements obtenus chez Exim Bank, India, China. Vous mettez barrage de Membele, barrage de Meki. Vous mettez tous les barrages dans le même endroit, c'est-à-dire que parce que c'est votre aire géographique et vous me dites que c'est une meilleure gouvernance. On vous a compris là-dessus, on va en sortir. Léonide, chaque votre fois contribution pour l'unité nationale. Je termine pour dire que dès que vous aurez soigné les Camerounais, dès que vous leur aurez donné l'éducation, comme il disait, vous leur donnez à manger. Des gens qui mangent bien et qui n'ont pas faim s'en foutent même de la démocratie. D'accord, Léonide Fou. C'est-à-dire qu'il faut redistribuer le fruit de l'effort de manière à ce que les Camerounais se sentent fiers d'être Camerounais. Pas une petite minorité qui vit bien alors que la grande majorité n'a rien. Merci. Je prends justement par là où il chute. Vous savez, faire de la politique, c'est offrir du bonheur à son peuple. Bien-être. Si le bien-être, si vous testez l'indice de bien-être du Cameroun et du Camerounais, mais on va vous dire que c'est problématique. Voilà pourquoi les gens veulent partir de ce pays. Donc, moi, je pense que dans tout ce que nous faisons, nous devons y mettre de la bonne volonté, mais surtout beaucoup de patriotisme, en sachant que
quand nous avons une responsabilité publique, parce que je continue à dire que le principal problème tient à la gouvernance dans ce pays. Lorsque nous avons une responsabilité, n'est-ce pas, cette responsabilité-là doit nous instruire à penser que nous construisons, nous édifions comme une des nation. pères de famille. Une nation. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on donne père. quelque chose à quelqu'un, il tire vite ses amis, il tire les gens de sa famille. Et dès qu'eux ils vivent bien, ça va. Pour eux, le pays va bien. Et le Camerounais est devenu si égoïste que on attaque quelqu'un en route là, mais les gens passent. Ils s'en foutent. Non, 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 c'est le problème. Non, 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 non. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Nous sommes un peuple et fonctionnons exactement comme si nous étions un peuple. Un ministre n'est pas le ministre de son village ou bien de quoi que ce soit. Il est le ministre de la République. Quand on lui dit de partager la viande du Cameroun, il ne doit pas seulement donner à sa famille. D'accord, Léonide Nfoum. Un seul vœu, un Cameroun uni et prospère. Des débats qui s'enchaînent et qui sont intéressants les uns aussi bien que les autres. On prend une transition et on revient pour poursuivre celui concernant le mandat représentatif, mandat impératif. Grand débat qui poursuit son chemin. Dernière halte de ce programme, on prend cette thématique, un débat qui est de plus en plus présent sur la scène politique. On parle du mandat des élus de la nation, mandat représentatif, mandat impératif, des choix, des idées, des oppositions. On va en parler avec nos panélistes sur ce plateau, Timothée et Somba. Pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous regardent, rappelez un peu les contextes. Les contextes de quoi? De l'avènement du débat? Les conceptions des mandats représentatifs, mandats impératifs. Bon, comme ça, à brûle pour point, la distinction entre le mandat impératif et le mandat représentatif est que dans le mandat impératif, le fait pour vous d'être déchu ou de démissionner d'une formation politique ne met pas fin à votre fonction. Ça veut dire quoi? Vous êtes député, investi par le RDPC. Le fait que le RDPC vous exclue ou que vous démissionnez ne met pas ipso facto terme à votre fonction de député. Vous allez poursuivre le mandat jusqu'à la prochaine élection. Ce qui est différent ce qui fait donc que nous sommes pleinement dans le mandat représentatif au Cameroun. Le mandat représentatif, lui, qui suppose que... Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis un peu mêlé les pinceaux. Je vais reprendre, permettez-moi. La nullité, parce que c'est le mot qui manque. Le mandat impératif est le mandat qui voudrait que, une fois que celui qui vous a investi vous retire sa confiance, vous perdez la fonction. Si c'est le peuple, vous perdez la fonction. Si c'est un parti politique, vous perdez la fonction. Or, le mandat représentatif, c'est celui qui voudrait que, même si vous perdez la confiance de celui qui vous a investi, parce que vous êtes élu pour le représenter, parfois même contre sa propre volonté. Je vais citer Condorcet qui disait, un député français, le peuple m'a élu ici, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire ma volonté en son nom. Ça, c'est la logique du mandat représentatif. Le Cameroun, lors de la Constitution du 18 janvier 1996, a notamment à l'article 15 rendu le mandat impératif nul. Ça veut dire que nous sommes dans un système de mandat représentatif. Pour la clarification conceptuelle, voilà les simples aspects qu'il faut comprendre à ce niveau. Alors, Léonide Nfoum, qu'est-ce qui fait concrètement le débat? Le mandat impératif qui veut être remis sur la table par les hommes politiques. Oui, vous savez, moi je ne suis pas juriste, je ne fais pas... je ne suis pas un charlatan, donc... Mais bon, disons, plus que le débat a cours, moi ce que je note, c'est que il y a quelqu'un de très habile, un homme politique qui depuis près d'un mois et demi, sur tous les plateaux, ne fait que parler des actes que lui il a posés. Et c'est une forme de campagne pour lui. C'est une forme, que vous le vouliez ou non, on ne fait que parler de ça. Et il fait une très belle mise en scène. Il va à Bafoussam, il déshabille
les membres d'un parti politique qui les intègre, broup, la toile s'enflamme. On est à quelques 6 mois de l'élection présidentielle où il est candidat. On ne fait que parler de lui. Partout, on ne fait que parler de ce candidat. Non, bon. Pour être plus sérieux, je crois qu'il faut prendre un peu d'aplomb. Parce qu'au-delà même du débat, qu'est-ce que l'on constate? C'est que les radicalismes que l'on a vus, vous parliez tout à l'heure des débats haineux dans les médias sociaux. Ces clivages-là sont en train de se réinstaller avec la même brutalité dans les éléments de langage. La peur que nous avons, c'est que cette violence symbolique au détour de cette élection se transforme en violence réelle. Et là, je crois qu'il y a un problème. Et de mon point de vue, tel que je vois les choses, je peux me tromper, je peux avoir des sentiments qui me trompent, mais c'est l'impression que j'ai. Nous devons, à un moment, nous retrouver et dialoguer. S'il est possible que l'opposition et le pouvoir se retrouvent et que l'on fonde un minimum de règles, de telle sorte qu'en allant à l'élection, ces règles soient admises par tous, cela ne me poserait pas un problème. Pourquoi? Parce que la violence dans le langage que nous avions lorsque nous allions à l'élection de 2018, elle est en train de se réinstaller. Elle est même pire. Elle est en train de se réinstaller. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, il y a lieu de pacifier la scène politique camerounaise pour que nous allions à ces élections de manière plus sereine et de manière plus apaisée. Moi, je ne suis pas juriste, donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Donc, je ne vais pas dans les éléments juridiques. Bon. D'accord. Émile Messi, votre regard quant à ce débat sur la scène politique, mandat représentatif, mandat impératif, on a besoin aussi, dit Léonide Foum, de pacifier la scène politique. Pour avoir une bonne réponse à votre question, je dois vous dire que le président Biya sera effectivement candidat à la prochaine élection présidentielle. Il sera investi par son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont je porte la voix sur ce plateau. Nos équipes sont sur le terrain pour affiner des stratégies. Nos équipes sont sur le terrain pour mobiliser, pour sensibiliser, pour éduquer les masses, pour que le moment venu, pour que les militants et les militantes, les sympathisants, nos partis alliés et tous qui pourront nous soutenir se mobilisent pour une victoire sans faille, une victoire qui aura de la manière, une victoire qui ne sera pas contestée suivant le règlement qui est mis en place à cet effet. Donc le RDPC est préoccupé pour que ces élections se passent dans de très bonnes conditions, pour que la loi reste au rendez-vous. Et bien évidemment, le RDPC est conscient qu'il y a des adversaires qui pourront également faire face, notamment des partis politiques qui ont la capacité d'investir un candidat, des partis politiques qui pourront remplir aux conditions exigées par la loi, soit des candidatures indépendantes. Toutes les voies sont possibles. Donc, sur ce plan, je pense qu'après ces élections-là, le Cameroun va continuer à vivre. Le Cameroun, c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous qui sommes sur cette table. Ne faisons pas comme si après ces élections présidentielles, le Cameroun va finir. Donc, comme pour le premier débat, il faut savoir que la nation est au-dessus des individus. Le chef de l'État le rappelle toujours. Nous passerons et le Cameroun restera. Ça veut dire que même des problèmes de gouvernance que nous décrivons aujourd'hui, honte à ceux-là qui pensent que il n'y a que leur bas-ventre, il n'y a que leur famille. Or, ils ont eu le privilège de servir la nation. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de cela? Ils seront dans la poubelle. C'est pour ça que chaque occasion qui nous est donnée pour s'exprimer sur des questions qui intéressent le pays, nous devons donner notre contribution. Parce que ces émissions que vous faites ici chaque jour participent également à la construction du pays. C'est pour cela que nous devons tenir un discours responsable.
Parce que les archives vont toujours rester sur tout ce que nous avons fait. Si nous avons voulu faire la guerre dans ce pays, si nous avons voulu manipuler les masses pour que ça tombe, parce que nous voulions arriver au pouvoir à tout prix, je crois que l'histoire retiendra qu'à un moment donné, les gens ont voulu que le Cameroun tombe, que le sang coule. Les Camerounais qui aiment leur pays, là encore c'est un sentiment d'appartenance, n'espèrent que vivre en paix. Les Camerounais aspirent au mieux-être. Le Cameroun aspire à ce que les conditions... Ce débat qui n'a pas lieu d'être... Je vous dis qu'au RDPC, ce genre de débats ne sont pas préoccupants. En quoi tout ce que je vous ai dit là concerne les mandats impératifs ou non impératifs et tout et tout. Je vous ai dit que le chef de l'État, Paul Biya, sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Il n'a pas besoin d'un mandat impératif ou d'un mandat je ne sais pas trop quoi. Ça, ça ne nous intéresse même pas. C'est un faux débat qui a été introduit par des hommes politiques pour un dilatoire et une diversion en une autre pareille. Vous le savez très bien. La loi est là, ceux qui vont dire la loi vont le dire. Ceux qui remplissent les conditions, on saura le moment venu. On vous prend en otage comme ça pour des faux débats, vraiment ça n'intéresse pas le RDPC. Roger Kiyek. Oui, Timothée Abena, c'était l'article 15 de la Constitution. Vous devez savoir que cet article-là encadre le mandat des députés. C'est-à-dire que le député de la nation est l'élu de la nation. Bien qu'il soit porté par un parti politique, dès qu'il arrive au Parlement, il devient le député de la nation tout entière. Ça n'a rien à voir avec les élus municipaux. Quand M. Boka était conseiller municipal, il était conseiller de la municipalité ou de Mbengue. Et non ailleurs. Conseiller pour l'ensemble du territoire national. Pas du tout. Voilà le discernement que je tire de cette affaire. Mon frère Ateba Yeni se préparait à écrire un livre avant son décès, le livre intitulé « L'art d'être hors sujet au Cameroun ». Le vrai débat, c'est lequel? Les conditions d'éligibilité ou les conditions de candidature. Le journaliste politique, en tant que partie prenante du jeu politique, c'est que pour être candidat, il y a des lois. Les partis politiques concourent au suffrage universel. Ça veut dire que ce sont les partis politiques qui investissent les candidats. Ce ne sont pas les conseillers municipaux qui investissent les candidats. Maintenant, quand vous êtes un parti politique, quelles sont les conditions pour pouvoir investir un candidat? Il faut que vous ayez des élus. Si vous n'avez pas d'élus, vous pouvez vous faire investir par un parti qui a des élus. Il y a aussi la possibilité de candidature indépendante. Il vous faut 300 signatures, donc 10 signatures par 30 signatures par région. Et on sait qui sont ceux qui sont appelés à vous donner les signatures. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, c'est-à-dire est-ce que des élus municipaux, pas des députés, des élus municipaux qui ont quitté leur parti ou qui ont été achetés dans un parti politique peuvent présenter un candidat? Depuis que moi je suis journaliste politique, je ne l'ai jamais vu. J'ai dû relire la loi électorale parce que le code électoral est comme le code pénal. C'est la loi électorale. Quand j'ai été formé dans le crisis journalisme, que ce soit par les Britanniques ou les Français, on me disait toujours que les élections obéissent à la loi de chaque pays. Les élections du Cameroun n'obéiront jamais à la loi européenne, à la loi française ou à la loi américaine. C'est la loi du pays. Même quand vous voulez couvrir ces élections dans les pays, vous respectez vous aussi la loi. Les conseillers municipaux ne peuvent pas présenter un candidat à une élection présidentielle. Si vous avez la preuve du contraire, vous pouvez nous la donner et nous pouvons en discuter. Ce sont les partis politiques qui présentent les candidats. Et si vous ne remplissez pas les conditions, eh bien vous vous faites coopter par un parti politique qui remplit les conditions. Et j'ai suivi encore l'autre jour une vidéo d'un leader politique qui disait lui-même que moi je choisis de ne pas aller aux élections législatives et municipales tout en sachant que mon choix m'ôte la possibilité de participation à l'élection de 2025. Il fallait diffuser cette vidéo ici au lieu de vouloir nous amener à être hors sujet. Diffuser cette vidéo elle est là, moi je l'ai dans mon téléphone. Oui. Donc, en réalité, nous ne nous dispersons pas. Nous avons Moi j'ai beaucoup d'affection pour les partis politiques de l'opposition. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'investiture de Cabral Libye
par sa formation politique. Je suis les autres investitures et je crois que le leader dont vous parlez, sans citer le nom, a les possibilités d'être candidat. Soit en obtenant les 300 signatures, soit en se faisant investir par un parti. Denis Emilien Atangana est le seul conseiller municipal de son propre parti politique. Il peut soit se présenter lui-même, soit présenter un candidat. Il y a l'UMS de Loum, il y a un coup Vendon qui a d'ailleurs décidé d'investir à Kérémoula. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. La loi, et la loi, quand elle n'est pas bonne, on l'applique d'abord en attendant de la changer. On ne peut pas faire fi d'une loi en pensant que les conventions internationales... D'accord. Et ceci, cela. Moi, je ne veux pas être hors sujet. D'accord. Timothée et Somba, finalement, on parle ici d'une diversion politique. Oui, la diversion politique naît du fait que le landerneau électoral à l'horizon n'est pas dans le même contexte qu'en 2018. Est-ce qu'en 2018, vous avez suivi de tels débats? Non. Pourtant, l'article 15 de la Constitution était toujours connu. Simplement parce que les conditions étaient claires, acceptées de tous. Le problème aujourd'hui est que un individu qui s'est autoproclamé leader de l'opposition, au lieu de préparer l'élection, a choisi d'anticiper sur le contentieux électoral. Et il veut user des arguties et des subterfuges juridiques aidés par des constitutionnalistes autoproclamés que l'université ne reconnaît pourtant pas comme des constitutionnalistes. Je n'ai pas besoin de citer le nom de quelqu'un, mais celui qui écume les plateaux en se présentant comme un constitutionnaliste est un administrativiste. Thèse en droit administratif, tous les articles en droit administratif. Vous ne pouvez donc pas vous prétendre constitutionnaliste alors que vous êtes administrativiste. Maintenant, sur la question même de la juridicité de cette affaire, parce que j'ai suivi aussi un autre acteur qui a essuyé beaucoup d'échecs dans le football, s'est érigé en grand juriste. Humblement, il faut que les Camerounais comprennent une seule chose. La Constitution, comme le disait Charles de Gaulle, au-delà du texte, c'est un esprit, c'est des institutions et c'est une pratique. C'est ce qui fait que dans le constitutionnalisme moderne, on peut parler de paraconstitutionnalité, c'est-à-dire ce qui va au-delà du texte. Et qu'est-ce qu'on observe au-delà du texte? La Constitution s'est exprimée. Elle a renvoyé l'organisation des élections à la loi. En droit constitutionnel, on appelle ça la disposition de renvoi. C'est donc la loi qui régit les élections. Au Cameroun, cette loi, nous lui avons donné un nom. C'est le code électoral. Absolument. D'où vient-il que des gens se mettent à convoquer à nouveau la Constitution pour parler des élections? Ce que le Camerounais lambda doit comprendre, c'est que l'article 15 n'est pas une disposition du code électoral. L'article 15 est classé dans un champ bien connu. En droit, on parle du champ d'application de la norme. La Constitution est répartie comment? Deux blocs. Le préambule qui a les normes principielles, les normes de référence, qui peut même regrouper les principes généraux du droit, que l'on peut convoquer à toutes les situations. Dès qu'on sort du préambule, on entre donc dans le dispositif qui est organisé. Le fameux article 15 qui est devenu vaudor aujourd'hui est logé où? Il est logé dans le titre 3, consacré au pouvoir législatif. Premier article du chapitre 1er du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous pouvez vérifier. Comment est-ce qu'on fait pour convoquer une disposition qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour une élection présidentielle? C'est une fumisterie juridique. C'est du droit constitutionnel de première année. Maintenant, revenons donc au code électoral, dont l'article 121, alinéa 2, parle des partis représentés ou des partis non représentés. C'est assez basique. Le code a été adopté en 2012. 2012, nous avons eu une élection en 2018. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cité De Gaulle qui parle de la pratique. Tous les comportements électoraux de l'ECAM et du Conseil constitutionnel en 2018, c'est eux qui donnent corps au code électoral. Oui. C'est les interprétations adoptées pour l'élection de 2018 qui donnent sens au texte.
Et même le cas Aya pour la Biné n'est plus convocable. Non, il n'est plus convocable. Il n'est plus convocable. Parce que justement, le code de 2012 est adopté pour gommer les dérives que l'on a observées à la présidentielle de 2011, où on avait plus de 20 candidats et dont la majorité n'avait même pas atteint 1%, où on a déstructuré des partis politiques. Qu'est-ce qui se passe donc? Pour savoir comment l'élection de 2025 va se passer, on entre dans le droit électoral de 2018. Il existe une disposition banale, une procédure banale à laquelle recourent toujours les camps. Ça s'appelle la certification des mandats des élus. C'est 2 étapes ou 3 si vous voulez, je ne serai plus long. Première étape, après l'investiture par les partis politiques tels que voulus par la Constitution, et les camarades publics une résolution qui informe tout le peuple camerounais des candidats investis par les 10 partis politiques. Tout à fait. Après cette étape, il y a le procès verbal qui est rendu public par il y a le procès verbal des élections, et la dernière étape, c'est les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel qui entérine. Sans élection, comment vous allez justifier que vous êtes représenté quelque part? Les mandats ont été certifiés à quel moment pour que sans élection, vous ayez subitement des élus? Comme quoi? Maintenant, lorsque quelqu'un dit qu'en l'état actuel du code électoral, aucun parti n'est représenté, il a évoqué l'article 15, il a évoqué l'article 57, il a oublié l'article 3 qui parle des partis politiques, la consécration juridique des partis politiques. Ça veut dire que cet acteur est entré dans la danse du dilatoire parce qu'à la vérité, et ça c'est la lecture politique, il y a des Camerounais qui manœuvrent pour qu'il n'y ait pas élection en 2025. Et ils font feu de tout bois parce que tout juriste qui se respecte vraiment prend cette affaire. Je vous dis que c'est du droit constitutionnel de première année. N'a même pas besoin de beaucoup réfléchir. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics fassent attention et qu'on contrôle l'opinion publique. Parce que le danger, et on en parlait tout à l'heure sur la thématique de l'unité nationale, le gros danger du Cameroun en ce moment, c'est qu'on a confondu la liberté d'expression au libertinage. Du coup, on ne contrôle plus l'opinion publique. N'importe qui se lève, il dépose un courrier n'importe où, n'importe ce qui se lève, il intervient sur les médias et il débite des choses qui peuvent pousser certains Camerounais à descendre dans la rue. Donc, moi, je ne vais pas dire que j'interpelle, j'en appelle à la haute attention du ministre de l'administration territoriale qui demeure le garant de l'application des libertés au Cameroun ou de l'exercice des libertés, à mettre un accent vraiment prioritaire sur le contrôle de l'opinion publique. En Chine, même sur sa page Facebook, aux États-Unis, en Chine, en Russie, même sur son compte Facebook, on ne dit pas n'importe quoi. D'accord, Timothée et Somba, le temps est parti pour ce programme. Dernier tour de table rapide. Une seule question fermée, on a envie de dire ainsi, parce que l'on peut parler du jeu politique. Votre regard, jeu politique au Cameroun, un jeu biaisé ou alors franc jeu? Léonide Fouma. Oui, je chute effectivement là où j'embraye là où lui il a chuté. Que dans ce débat, le débat qui a cours, nous sommes quittés du terrain juridique au terrain politique. Et là, il faut faire très attention. Les tensions qui s'exacerbent effectivement sont des tensions qui peuvent être mortifères pour l'avenir de notre pays. Et moi, je crois que si les politiques, lui il a convoqué la force. Sortir. Oui, je sors. Lui il a convoqué la force. C'est-à-dire, moi je ne... La régulation. La force oui, mais la force. La force. Mais moi je ne pense pas que au niveau où nous en sommes, avec les désordres qu'on a ça et là, si on ajoute d'autres, ça peut créer un problème. En revanche, on peut s'entendre sur un minimum à travers un petit dialogue, les règles du jeu. Du coup, jeu biaisé ou bien franc jeu? Oui, il y a un problème au niveau de ce jeu. Il y en a qui disent qu'il est bon et d'autres concurrents qui disent qu'il n'est pas bon. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'il y a problème, parce que les gens s'expriment et disent qu'il y a problème. Voilà. Oui, je vous ai dit que Roger Keck vous a indiqué
les paroles d'un acteur majeur sur ce débat, sur la question. Lorsqu'on refuse de participer à une élection, on mesure toutes les conséquences. Et il les a mesurées et il a dit qu'il était conscient qu'en refusant d'aller aux élections, il ne pourra pas participer sous la bannière de ce parti-là aux prochaines élections présidentielles. Plus loin, il a même fait également une sortie, tout un article pour expliquer exactement la question que vous posez sur la table aujourd'hui. Il a reconnu que voilà, et il a dit exactement ce que M. Essomba Timothée a dit sur cette table. Ramenez-nous alors prendre la presse en otage sur cette question-là. J'ai dit, attention, vous-même, qui convoquez encore cette question-là. On vous a dit que les stratégies peuvent être ailleurs. Est-ce que c'est pour essayer de distraire les Camerounais? Est-ce que c'est pour éviter de faire la politique selon ces canons? Biaisé ou bien franc jeu? Je vous ai dit d'emblée qu'au RDPC, nous jouons franc jeu. D'accord. Nous préparons les prochaines élections et nous avons nos stratégies qui vont marcher. D'accord. Les actes politiques se payent cash. Bon, le jeu est clair. Hein. Vous ne pouvez pas jouer au football sans respecter les règles du foot. Vous faites de la politique, vous avez une élection présidentielle, il faut respecter. Ça s'appelle le fair play. Il faut respecter les règles du jeu. Mais c'est bon. N'ayons pas peur du débat parce que là, on est en plein dans le contentieux préélectoral. Si la Cour suprême est saisie, elle videra le contentieux en question parce qu'il y a le contentieux préélectoral, il y a le contentieux électoral, il y a le contentieux d'accord. Timothée, c'est notre démocratie et les jeunes. Je crois que toutes ces épreuves vont la maturer. Le jeu, il est bon, moi je l'aime. Jouons franc jeu et maturons notre processus. Timothée Essomba. Nous avons opté pour la démocratie majoritaire. Ça veut dire que c'est la majorité qui vote les lois. La majorité a voté les lois sur la base desquelles nous fonctionnons depuis un bon bout de temps. Le jeu, sur le plan juridique, n'est pas biaisé. Mais les stratégies politiques, à un moment donné, font entorse aux règles du jeu. Et je suis d'accord avec Léonide sur cet aspect. Lorsque des voix commencent de plus en plus à s'élever, il faut comprendre qu'il est mieux de procéder au dialogue pour obtenir des règles de jeu consensuelles. Mais, et je sors par là, sachant que peu importe les réformes que l'on doit engager, elles ne peuvent pas aboutir avant les élections de 2025 et de 2026. On va aller à ces élections avec le code électoral actuel, mais pour le Cameroun de 2032-2033, il faudra à un moment donné que pour qu'il y ait plus ces foyers de tension, ces crises qui se cristallisent et s'exacerbent sur les réseaux sociaux, qu'il y ait un code électoral plus consensuel. Je préfère utiliser l'expression plus consensuel, parce que celui qui est là est quand même le fruit d'un certain consensus. D'accord, je m'en vais ainsi vous remercier, cher monsieur, d'avoir répondu présent à cette invitation pour grand débat sorti de ce 25 mai 2025. Merci Timothée Essomba, Léonide Foum, Roger Kiek, Émile Messi. Merci également à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Vous êtes sur Candice Télévision, c'est la Républicaine. Restez républicains et que vive la République.